Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 7 décembre 2020. Martin Lemay en compagnie de Comment je vais dire ça? Incroyable. C'est assez ordinaire, ça, comme incroyable. Attends une minute. Le cornerstone de Sorel Tracy. Cornerstone, vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hey, on commence l'émission, puis tu sais, on est pas mal les seuls, je pense, à la télévision qui le font. Puis il y en a qui se demandent pourquoi vous portez les masques. T'sais, dans la maison, il ne faut pas porter le masque. Non, mais c'est à croire que nous, on croit, puis on vous incite à le faire. Les cas n'arrêtent pas d'augmenter. Protégez-vous, protégez votre famille. J'ai 4 enfants. J'en ai 2 qui sont obligés à l'école de le porter en tout temps. J'ai réussi à convaincre mes 2 plus jeunes qui sont au primaire de le porter en tout temps. Et malgré qu'il y a eu des cas dans des classes de fermées, les enfants n'ont pas ramené la COVID à la maison. On a été épargnés jusqu'à maintenant. Donc, on vous incite à faire la même chose. Je comprends présentement que Noël a été chambardé, mais c'est une façon de vous rappeler l'importance de porter le masque, de traîner des petites bouteilles de désinfectant pour les mains puis d'avoir toujours à la portée du Purel. Ça, c'est une marque, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez. On s'en sac. Si vous voulez prendre du Versol, prenez du Versol. C'est bon aussi. Non, c'est pas vrai. Ça brûle un peu. Protégez-vous, prenez soin de vous autres. On va s'arranger pour passer un beau temps des fêtes. Il y a des façons de le faire. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, gros show, mon Yann. On va aller rejoindre Stéphane Leroux dans quelques instants. Plusieurs sujets à jaser avec lui. Puis, heureux hasard, la semaine passée, on a eu Pat Carpentier. Romain Grosjean se plante en voiture. Fait qu'on a un intervenant pour en parler. Et là, on avait booké Alex Tagliani un peu d'avance pour le show d'aujourd'hui. Tagliani qui s'en met avec un nouveau projet de karting incroyable. Ça va être à côté de chez nous, ici, ça arrive nord. Et on a dit, bon, on va appeler Tag, on va parler de course automobile puis de son nouveau projet. Bang! Un doublé Racing Point, dont Lance Stroll sur le podium. Donc, bien sûr, on va en parler de ça également avec Tag un peu plus tard. Puis si vous avez des questions pour Tag, allez-y, gâtez-vous. Ben oui, parce que c'était vraiment trippant hier. Là, cette valeur, on arrive à la fin de la saison. Il reste une course à Abu Dhabi la semaine prochaine. Puis après ça, la F1, la saison va être terminée. Puis ça va reprendre quelque part au mois de mars, souhaitons-le. Mais hier, c'était vraiment trippant. Là. Perez, Stroll, qui sont sur le podium. Esteban Ocon termine deuxième. Hey, honnêtement, là, ça fait-tu du bien de voir un podium avec des noms différents? T'sais, c'est toujours Hamilton, Bottas, Verstappen, souvent. Ça tourne souvent au même. Puis là, hier, me semble que c'est rafraîchissant un peu. Là, tu vas me dire, t'es chauvin, c'est parce que c'est Stroll. Oui, c'est vrai, mais rappelle-toi, il y a quelques semaines, quelques mois même, Pierre Gasly avait remporté une course. C'était très émotif, c'était vraiment spécial de voir ça. Donc, moi, je trouve que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Ça va être le fun d'en parler avec Alex, avec Tag tantôt de la course d'hier. Martin, tu faisais bien de le mentionner. C'est important de se protéger. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Là, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit aussi à savoir est-ce qu'on était là après le retour du congé des fêtes. Donc, j'en profite pour le mentionner immédiatement. Nous, il reste 2 semaines. On poursuit avec vous jusqu'au 18 décembre. C'était ça qui était prévu au départ, là, dès qu'on a commencé. Et par la suite, on a une petite pause dans le temps des fêtes et on va revenir, à moins que le hockey revienne rapidement. Mais je pense pas qu'on s'enligne vers ça. Mais s'il n'y a pas de changement puis que le hockey débute quelque part janvier, février, nous, on sera de retour lundi, le 11 janvier, comme ça, tous les midis à On Jase. Donc, je voulais simplement le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit à savoir si l'émission revenait après la pause du temps des fêtes. Absolument. Puis là, Yann, tu sais pas, je t'en ai pas parlé avant le show. Je vais demander à Valérie 40, Stéphane Leroux tout de suite. J'ai une anecdote à te conter qui est arrivée hier. Ah Steph oui? Leroux, Okay. salut. Comment ça va? Salut, Steph. Ça va bien? T'sais, des fois, il faut être plus chanceux qu'être bon. Là, vous avez les bons intervenants au bon moment. Des fois, quand t'es bon, c'est le fun. Quand t'es chanceux et t'es bon en plus, là, vous l'êtes, c'est encore mieux. Tu vois, nous autres, c'est ça qu'on essaie de faire. Nous autres, on est chanceux. Anecdote. Steph. Anecdote, Oui, je vous compte ça. Premièrement, il faut savoir que du sport, il n'en pleut pas par les temps qui courent. Puis si vous voulez voir du sport, vous regardez RDS. En fin de semaine, on a eu le football mur à mur dimanche hier et la F1 également avec les qualifs samedi et la course dimanche. Bon, on va en parler tantôt avec Tag, la course, comment a été enlevante. Mais moi, le football, je trippe là-dessus. Et là, je travaille sur un show qui s'appelle NFL Red Zone à RDS et je le fais avec le fils à Stéphane Leroux, Jasmin Leroux, qui est, si vous trouvez que Stéphane est préparé, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Jasmin
Jasmin, aussi compétent que son père, préparé comme pas un. Les gens qui me connaissent savent que je suis travaillant. Quand Jasmin est arrivé la première fois avec sa préparation, je suis retourné faire mes devoirs puis je suis revenu avec une meilleure préparation la semaine d'après. C'est pour vous donner un exemple comment on est préparé pour ce show-là. Et NFL Red Zone, la beauté de ce produit-là, la game à regarder hier à 13h, c'était les Browns contre les Titans du Tennessee. Mais NFL Red Zone, ça te permet de voir ce qui se passe dans les autres matchs. On va se dire la vérité. Il n'y a personne qui a changé de poste pour quitter RDS pour aller voir le match Jets-Raiders de Las Vegas. Mais c'est le match qui a eu le plus de revirements. C'était enlevant à souhait, puis on l'a vécu jeu par jeu à Red Zone. Fait que tu écoutais ta game à RDS, puis sur Red Zone, tu voyais ce qui se passait côté Jets et Raiders. Et pourquoi je vous compte ça? Jasmin, moi, je compte. Tu sais, je suis pas parieur dans la vie, je suis pas gambler, rien de ça. Mais écœurer un chum, c'est toujours le fun. Et un pool de hockey, un pool de base, un pool de football, tous des pools que les gars, vous avez déjà fait, ça sert à ça. Ça sert à écœurer ton chum. Et Jasmin est dans un Survivor que je suis même pas. Mais quand il arrive à RDS, il me raconte qu'il a pris les Raiders contre les Jets. Les Jets ont 0 victoire, 11 défaites. Puis moi, je dis, t'es sûr, Jasmin, parce que Vegas ont vraiment mal paru la semaine passée contre Atlanta. Oui, pas de trouble, j'ai ça entre les mains. Il y a beaucoup d'argent au bout de ça. Quand les Jets ont pris les devants, j'avais un co-animateur, un descripteur qui devenait cardiaque à son jeune âge. Pas nerveux. Écoute, les soirs, il se pouvait plus. Il a parié contre l'équipe qui est 0-11 et il mène à la fin du match. Puis tu sais quoi? Quand ils prennent les devants, c'est dans la poche. Toute équipe au monde va remporter ce match-là. Jasmin, dans tous ses états, mon gars, c'est juste drôle. Je suis plus capable. Je couchais à terre pendant qu'on fait la description tellement que je ris. Et les Raiders, il reste 15 secondes, plus de temps d'arrêt. Écoute, les Jets vont jouer ça safe. Et non, Carr essaye une passe en plein centre, puis le gars est tout seul. Ils n'ont pas de safety dans la zone des buts de l'autre côté. Puis il rate son receveur. Je fais, mais quelle gang de cabochons, les Jets. Tu sais, quand tu fais tout pour perdre. Et le jeu suivant, imagine-toi donc, il amène un blitz 0. Donc, ils n'ont pas compris de la première fois. Ils ramènent tout le monde vers Carr. Protection suffisante, 1 contre 1. Trouve son receveur de passe dans la zone de l'autre bord. Et les Raiders l'emportent. Et mon Jasmin te lâche un soupir de soulagement comme si sa vie en dépendait. Écoute, rire, j'ai jamais vu un gars vivre autant d'émotions sur une game Raiders-Jets. Puis ça se finit dans le tumulte. Puis là, j'ai dit en ondes hier, pour terminer cette histoire-là, ça n'avait aucun bon sens. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait dit au coach, tu mets pas de protection dans le fond, on veut être 0-16, on veut avoir le premier choix au total. Je peux pas croire que ça existe dans le sport. Et ce matin, on apprend que le coordonnateur défensif des Jets a été sacré dehors pour cette... Il n'a pas erré une fois, il a erré 2 fois. D'après moi, Jasmin a pris le téléphone hier, puis a appelé à New York, puis il a dit là, vous allez me sacrer dehors, ce coordonnateur défensif-là. Écoute, Martin, je te finis l'histoire comme ça. Je te finis l'histoire comme ça, Jasmin. J'ai dit, je vais te finir l'histoire comme ça, Jasmin. Puis moi, ça fait quelques semaines, on a profité de la pandémie. On va presque prendre notre marche tous les matins ensemble. Maintenant, on habite pas trop loin, tu sais. Puis on emmène Tiger, le chien, puis on va se promener. Puis il m'a raconté ça ce matin. Puis il m'a dit ce matin, il dit, sérieusement, il dit, le coach des Jets mériterait de se faire mettre dehors. Alors, c'est arrivé. Puis il est bien content d'être encore en vie. Je pense qu'il y a une coupe de $100. Là. Ils sont 5, je pense, qui restent dans son Survivor. Moi, à la NFL, là, écoute, ils me planchent à plate couture. Moi, mon excuse pour ne pas suivre la NFL est moins bonne cette année, mais c'était toujours... Moi, le dimanche, je suis dans les arénas. Fait que j'ai pas vraiment le temps de regarder les matchs. Je suis toujours en train de travailler. Cette année, j'ai regardé un petit peu plus. Puis surtout, avec vous deux là, qui faites le Red Zone, j'ai tendance à écouter quand même assez... En tout cas, pas mal plus souvent qu'avant. Puis c'est vrai que c'est un produit intéressant. Puis je vous lève mon chapeau tous les deux. Là, 7 heures de temps en ondes, pas de pause pipi, là, pas de pause commerciale, à rien pantoute. Là, c'est assez hallucinant de vous voir aller. Alors, bravo pour cette initiative-là. C'est le fun. Tu sais, ils le font aux États-Unis. Là, je pense que c'était leur 200e en fin de semaine que Jasmin me disait. Ouais, là, exact. Tu sais, je veux rien enlever au gars là-bas, mais lui, il est là-bas. Il envoie la parole aux commentateurs un peu partout aux 4 coins des États-Unis, mais ici, ça ne marche pas comme ça. C'est vous autres qu'il faut que vous fassiez la description de ce qui se passe parce qu'on veut l'avoir en français. Tu sais, tu peux pas dire on s'en va rejoindre Fox, CBS, NBC, puis lever le son, puis mettre ça en anglais. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire ce que vous arrivez à faire cette année. Là. Ça fait quoi, 3-4 mois vous faites ça? Là? Puis, chapeau, honnêtement, bravo. Là. Et puis c'est le fun, puis il est le fun ton gars aussi à travailler avec, mais il est préparé. Mais écoute, hier, là, une pièce d'anthologie, j'ai tellement eu le fun à le voir, être en temps, être de bonne humeur, être en temps. C'était très drôle. C'est la beauté des poules, hein, ça?
Martin, c'est la beauté des poules, ça, parce que tu suis ça. Puis au hockey, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'au football, c'est tellement intense, il y a tellement de matchs en même temps le dimanche que, à un moment donné, tu sais plus regarder. Là. Ah ouais, écoute, on va rester des affaires qu'on n'est jamais sûr. Du hockey, du championnat junior, on va-tu en avoir finalement, Stéphane? Équipe Canada qui a mangé un coup d'un jarret avec cette quarantaine-là qui va se terminer aujourd'hui. Donc, on se dirige vers quoi? Ben là, ce que j'ai su dans les dernières minutes, c'est que ça se termine ce soir. Fait qu'ils vont prendre l'air, les joueurs, demain pour la première fois en 2 semaines. Ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas vu le pauvre soleil de l'Alberta, là, qui n'est pas toujours très présent à ce temps-ci de l'année. Là, mais 2 semaines de temps, ça se termine ce soir. Donc, en principe, demain, ils ont le droit d'aller prendre l'air, ils ont le droit de sortir. Ils ne savent pas encore s'ils ont le droit, dès demain, de sauter sur la patinoire parce qu'ils attendent les... Puis ça, je te dis ça au moment où on se parle. Là, peut-être qu'à 2 heures cet après-midi, ça ne sera plus la même chose. Là. Mais au moment où on se parle, ils ne savent pas encore, à cause que la santé publique d'Alberta n'a pas donné les directives. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire à partir de demain? Là. Mais chose certaine, là, ils sont en retard là, parce que les autres équipes s'entraînent. Les autres équipes se préparent. Ils annoncent des formations là, de 28, 29 joueurs, 31 joueurs. Puis le Canada est encore à 46 au moment où on se parle parce qu'on n'a pas retranché personne, évidemment, depuis 2 semaines. On devait le faire là, il y a 2 semaines. Le 24, on devait retrancher des joueurs pour pouvoir justement commencer à travailler avec un groupe plus restreint. Alors, j'ai hâte de voir, là, mais demain, mercredi, jeudi, ça devrait débouler là, parce qu'il faut que dimanche prochain, là, on soit prêt à rentrer dans la bulle. Chaque équipe va rentrer avec un maximum de 40 individus. Quand je dis individus, ça peut être des joueurs, des entraîneurs, du personnel. Tu as le droit à 40. Alors, évidemment, ce que le Canada voudrait faire, c'est de rentrer avec 25 joueurs puis 15 membres de personnel, mais ça peut être 28 joueurs, 12 membres de personnel. Quand le tournoi va commencer, tu n'auras pas le droit d'avoir plus que 25 joueurs sur ta liste. Donc, tu vas pouvoir en enlever, mais tu ne pourras pas en rajouter. Personne ne va pouvoir rentrer dans la bulle après que ça va être commencé La bulle va commencer lundi prochain, le 13. Puis juste compléter ce que vous disiez vendredi, là, vous en parliez avec Normand, là, puis les 8 pays européens vont arriver dans 3 avions nolisés qui vont partir de 3 aéroports différents en Europe, puis ils vont atterrir à Edmonton dimanche prochain, ils vont être pris en charge, vont s'en aller à l'hôtel, et eux aussi vont être enfermés là, pendant 4-5 jours, des tests à tous les jours, et ne pourront pas sortir de leur chambre d'hôtel. Ça veut dire que les joueurs du Canada, là, qui ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont enfermés dans leur hôtel, quand ils vont arriver à Edmonton, ils vont être obligés de se réenfermer encore 4 jours avant de pouvoir recommencer à pratiquer là, aux alentours du 18-19 décembre. Et là, on va être vraiment dans la bulle étanche qu'on était comme la Ligue nationale cet été. Et le 21, c'est là que les 2 matchs préparatoires du Canada sont prévus, le 21 et le 23 contre la Russie et la Suède. C'est vraiment là qu'on va voir, j'ai l'impression, pour la prochaine fois, Équipe Canada jouer un match. Parce que sinon, là, ce qu'ils peuvent peut-être faire demain ou mercredi, s'ils ont le hockey, c'est de faire encore des matchs rouge contre blanc à l'interne. Moi, je vais vous partager mon avis. Là. J'ai l'impression qu'André Tourigny, dans sa tête, les dirigeants, là, leur équipe est pas mal réglée. Là. Il reste peut-être là, le 13-14e attaquant, le 3e gardien de but, tout ça. Ils vont peut-être donner la chance à des joueurs de patiner cette semaine, puis tout ça, là, parce que ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Puis... Mais ça me surprendrait là, qu'on se fie à ce qu'on pourrait voir là, demain ou mercredi pour prendre des décisions vraiment finales. On va y aller avec la réputation des gars. On va y aller avec le dossier qu'on a monté sur ces joueurs-là depuis les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, ce qu'on sait avec leur équipe junior respective. Puis j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix de fonctionner comme ça. Et même dans ce contexte-là, le Canada va avoir une bonne équipe quand même. Sais-tu, Steph, si... j'imagine que oui, là, mais je te pose la question. Il doit y avoir 1 ou 2 bons psychologues sportifs avec cette équipe-là. Parce que moi, là, je transpose ça à mes enfants. Tu sais, j'ai des ados, Martin aussi, là, puis moi, les miens sont pas mal dans le même range d'âge là, que les joueurs d'équipe Canada Junior. C'est tough de les garder à la maison. Ils le font, ils respectent la quarantaine, mais ils sortent quand même pour l'école une journée sur 2. Mais à gérer les week-ends et tout ça, c'est difficile, c'est tough sur leur morale. Tu sais, c'est un job à temps plein là, de parfois passer un peu de temps avec eux. Et là, pour ces jeunes-là, que ça fait 14 jours qu'ils sont enfermés, pas d'une maison, d'une chambre d'hôtel. C'est que là, t'es pris là, dans un carré, tu peux pas bouger de là. Tu sais, je veux bien croire que t'as la PS ou la Xbox, puis t'as des ennuyés, mais il vient un temps là, que t'as le goût de faire d'autres choses, d'aller prendre l'air. Puis là, tu me dis que dans une semaine, ils vont se remettre encore 5 jours confinés à Edmonton à l'hôtel. Tu sais, pour vrai, là, pour ces jeunes-là, ça doit être tough en tabarnouche de gérer ça. Et il va y avoir une job complètement différente des entraîneurs à faire cette année avec ces gars-là. Là.
Et Yannick, ce que tu soulèves est très intéressant. On en a beaucoup parlé de la fameuse santé mentale depuis le début de la pandémie. Ouais. Et ce que je te dirais qui est intéressant, c'est qu'il y a 46 joueurs là-dedans et il n'y en a pas un qui réagit de la même façon. Il y en a là, qui, en ce moment, doivent dire... Tu sais, je lisais encore, je pense que c'est le quotidien Le Droit en fin de semaine en Outaouais qui a parlé à Xavier Simoneau, qui est un gars du coin là-bas, qui a l'air à dire que lui, il n'y a pas de problème puis tout ça. Moi, j'ai parlé dans ma balado-diffusion lundi dernier avec Maverick Bourque. On est allé voir directement dans sa chambre d'hôtel, puis... Écoute, ça faisait une semaine à ce moment-là, là, Maverick Book des Cataractes de Shawinigan, ça semblait bien se passer. C'est sûr qu'on les occupe. Il y a des conférences sur Zoom, il y a des anciens qui leur ont parlé, ils ont jasé, semble-t-il, avec Sidney Crosby, avec des anciens dirigeants d'équipe et tout ça. Ils ont chacun un vélo stationnaire dans leur chambre, ils ont chacun un tapis pour faire du yoga dans leur chambre. Oui, évidemment, il y a eu des petits jeux. Écoute, la semaine passée, quand j'ai parlé à Maverick, j'ai tellement ri parce que le soir même, c'était la demi-finale et la finale du concours de roche-papier-ciseaux virtuel qui se sont organisés à l'interne pour pouvoir se désennuyer, des quiz sportifs, des poules de NFL. Vous parliez de poules tantôt, Martin. Ben, ils en sont faits entre eux aussi. Ils voulaient jouer, semble-t-il, au poker virtuellement, mais là, le Wi-Fi de l'hôtel n'était pas assez fort pour soutenir la plateforme et tout ça. Il y a des gens qui vont cogner à leur porte pour aller leur livrer leur bouffe à tous les jours. Tu sais, c'est une expérience différente. C'est sûr que le rêve du joueur de participer au camp d'équipe Canada, c'est pas d'être enfermé 2 semaines de temps au Cambridge à Red Deer, c'est bien évident. Mais la situation est ce qu'elle est. Je suis pas certain que ça va pas créer d'autres choses. Tu sais, je veux dire, ils vont avoir une fin, ces joueurs-là, quand ils vont sortir de là, de performer, je pense, puis de montrer à tout le monde. Parce que c'est sûr là, que les Leroux de ce monde vont leur demander « Ça va-tu vous avoir affecté, tu penses, pour gagner une médaille, d'être passé 2 semaines? » Tu sais, puis tout le monde va y poser ces questions-là. Alors, je pense qu'ils vont avoir une motivation peut-être supplémentaire de prouver que, hey, même si on ne l'a pas eu facile, là, on veut bien performer à ce tournoi-là. Puis, tu sais, ils sont pas fous non plus, là. Ils savent très bien que ce tournoi-là, dans le temps des fêtes, ça va être la grosse affaire, là. Alors, pourquoi pas, justement, encore plus, tu sais, s'arranger pour être prêt. Puis, moi, j'ai confiance. Oui, il y a des psychologues, pour répondre à ta question, qui leur ont parlé. C'est évident. Il y en a toujours un, de toute façon, dans l'entourage de l'équipe à chaque année. Mais je pense que les coachs aussi, les entraîneurs, le personnel, tu sais, Hockey Canada, là, on lésine pas sur les détails, là. On s'enfarge pas, là, c'est une virgule ou c'est un point-virgule pour... Dès qu'on a eu la pandémie, là, ils ont appelé tout ce qu'il y avait de gym en Alberta pour dire qu'il faut se faire livrer des vélos stationnaires pour nos boys ici. Puis ça n'a pas été trop long qu'ils ont réglé ce dossier-là la première, la deuxième journée. Alors moi, je suis confiant quand même que, même s'ils ont pris du retard, là, on va se le dire, là, en termes d'exécution, là, parce que oui, le système de jeu, ils peuvent l'étudier sur leur ordinateur, puis ils peuvent avoir des meetings avec les entraîneurs, mais il reste que tu ne le mets pas en pratique. Là, ils vont avoir à le mettre en pratique, ils vont avoir à exécuter. Puis c'est sûr qu'ils sont en retard, là, parce que les gars de l'Ouest, les gars de l'Ontario, ils ont joué 0 match depuis le début de la saison. Les gars du Québec en ont joué quelques-uns, là. Alors, tu sais, je regardais le Caulfield des États-Unis, là, les gars de la NCAA, ils ont déjà 8-10 matchs de jouer, là, ceux qui jouent dans le Big Ten, puis tout ça. Alors, c'est sûr qu'ils sont en retard, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que malgré tout, ils vont être capables de bien performer puis de s'en sortir. Commence pas avec Caulfield parce que ça va te déchirer tout de suite en partant. Caulfield qui joue, les autres équipes ne jouent pas. Il devrait être bon. Il a besoin de dominer ce tournoi-là, là, lui, à 19 ans. Là. Non, Martin, il y a 2 matchs qui n'ont pas été bons cette année. C'est les 2 qu'on a présentés à RDS. Pas compliqué, là. Je veux dire, il a fait des points dans tous les matchs. Tu sais, je veux dire, appelle ça la gang, appelle ça ce que tu... Il y a même des gens qui m'ont écrit... Ben oui, non, c'est la faute à Normand, je l'ai dit, mais il y a même des gens qui m'ont écrit, « Hey, savais-tu que le match de présenté à RDS, ça y a-tu mis plus de pression? » Voyons donc, là, ça arrive, là, une mauvaise fin de semaine. D'ailleurs, Wisconsin ont été pourris, toute la gang, là, pas juste Caulfield, cette fin de semaine-là. T'sais, ils ont perdu 2 matchs contre Arizona State, une université qui avait compté 2 buts en 4 matchs avant de les affronter. Alors, c'est clair qu'ils n'avaient 2 mauvaises dans le système. Ils ont peut-être pris ça à la légère. Mais tu regardes sur l'ensemble de la saison, Caulfield, je ne veux pas m'étendre 15 minutes sur lui, mais il a joué 10 matchs. Écoute, il a 12 points. Il mène la NCAA pour le nombre de tirs au but. Puis, c'est juste les 2 matchs-là qui n'ont pas eu de points. C'est les 2 qu'on a présentés à RDS. Alors, si les gens qui ne suivent pas ça de trop près ont regardé ça, ils ont dit... Il n'est pas bon, ça ne marchera jamais. Mais il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre. Puis je pense que l'ensemble de l'œuvre, depuis une couple d'années, elle est excellente. Steph, je répète ma question. Est-ce que Cole Caulfield doit dominer le tournoi Canada Junior?
Bien, dominer, c'est un grand mot, là. Dominer, c'est un grand mot, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit meilleur que l'an passé. Il y a 19 ans cette année. Puis tu sais, tu veux même être très technique. Le Cole Caulfield, qui est né le 2 janvier, va être le joueur le plus vieux du tournoi cette année. Là. Il va avoir 20 ans le 2 janvier. Tu sais, c'est un tournoi pour les moins de 20 ans. Il va avoir le droit de le finir même s'il y a 20 ans le 2 janvier. Là. La date fatidique, c'est le 31 décembre. Alors, techniquement, c'est le plus vieux joueur du tournoi cette année. Donc oui, il doit être meilleur. Est-ce qu'il doit dominer? Est-ce que s'il ne fait pas 12 points en 6 matchs dans le tournoi, il n'est pas bon? Je pense pas. Mais il faut qu'il soit un élément sur lequel les Américains vont compter là, pour particulièrement l'attaque massive. Tu sais, l'an passé, on l'utilisait à peine sur l'attaque massive. C'est ça, son pain et son beurre. Mais il y en avait des plus vieux que lui, puis il y en avait des meilleurs que lui aux yeux des entraîneurs. Mais c'est sûr que cette année, je m'attends à mieux de lui. Tu sais, oubliez jamais une chose, messieurs. Là. Carey Price s'est fait couper par le Canada à 18 ans. Là. Puis si t'en veux des gars qui se sont fait couper à 18 ans, là, je vais t'en sortir un livre au complet. Il y en a qui sont au temple de la renommée qui se sont fait couper à ce tournoi-là. Tu sais, j'ai déjà parlé, là, Martin Brodeur, Patrick Roy, Adam Foote s'est fait couper, ils n'ont pas fait l'équipe. Carey Price s'est fait couper à 18 ans, puis à 19 ans, il était bon. Caulfield, il était déjà dans l'équipe à 18 ans l'an passé. Il a fait un but, une passe. Alors, tu sais, respirons un peu, puis attendons. Là. Hey Stéphane, j'en ai une petite vite pour toi, parce que j'ai vu passer ça dans l'alignement de l'équipe américaine. Bien, l'alignement, c'est pas l'alignement final, là, mais sur la liste des joueurs, il y a un petit Québécois qui se retrouve avec l'équipe américaine, Thomas Bordelot, qui est le fils à Sébastien Bordelot et le petit-fils à Paulin Bordelot. Je pense que c'est sa première année. Lui, est-ce qu'il a réellement des chances de faire l'équipe ou il est là plus en prévision de l'an prochain? Ben. Sont 29 présentement au camp des Américains. Il faut qu'il en garde 25. 14 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens. Alors, il a commencé la saison de façon très solide. Il y a 3 attaquants à couper présentement chez les Américains. Alors, c'est sûr que où il va faire l'équipe, puis il va être dans le bottom, comme on dit, ou ça va être un des gars qui va être retranché. Mais tu sais, lui aussi, il a juste 18 ans. Là, il n'est pas supposé... Ben, je dis pas qu'il n'est pas supposé d'être là, mais tu sais, c'est plus l'année prochaine qu'il va être là. Plus pour l'an prochain, il y a déjà... Il a déjà été assez bon cette année pour au moins se mériter une invitation au camp de l'équipe. Puis peut-être qu'il va pouvoir rentrer dans cette formation-là. Là. Steph, tu as fait le match Wisconsin 2 fois. Tu mets ça où, le calibre que tu as vu versus la LHJMQ? Ben, c'est meilleur dans le sens que c'est des gars plus vieux. Il y a des gars de 23-24 ans qui jouent là-dedans. T'sais, on le voit, là, je vais juste vous donner un exemple pour comparer. C'est même pas la NCAA américaine, c'est les universités canadiennes qui, en principe, c'est moins fort que ce qu'on a aux États-Unis. Quand ils viennent jouer des matchs préparatoires contre Équipe Canada Junior au camp d'entraînement, ça fait des bons matchs, puis même les universités canadiennes l'emportent des fois. Alors, c'est sûr que le calibre est un peu meilleur par l'expérience que les gars ont. Il y en a plusieurs là-dedans que c'est des anciens, dans les universités canadiennes, c'est des anciens juniors. Tu regardes aux États-Unis, il y a des gars qui vont sortir de là, 22, 23 ans, qui vont y aller dans la Ligue nationale après. Alors, moi, je pense que ça a une petite coche en haut là, du hockey junior majeur de par l'expérience. Tu n'as pas de joueurs de 16 ans dans les universités américaines. Des gars de 23 dans les universités là-bas, ça change à cet âge-là, c'est sûr. Je t'arrête, Steph. Tu as mis le bordel sur Twitter en fin de semaine. On va en parler pour les gens qui restent avec nous. Juste avant de parler du trouble que tu as foutu sur Twitter en fin de semaine, Steph, on va aller jaser de la LHJMQ. Tu as parlé pour ton émission, pour ton podcast sur la glace, tu as parlé avec Martin Lavallée. C'est quoi les détails, là, eux qui ont décidé de prendre une pause prolongée? Bien, Martin Lavallée, c'est le commissaire adjoint de la LHJMQ. Dans mon podcast cet après-midi, je vais présenter l'intégrale de cette entrevue-là que j'ai faite ce matin. Dans le fond, c'était de faire un peu là, de State of the Union, si on veut, là, à la veille de la pause du temps des fêtes. Comment on va reprendre tout ça en janvier? T'sais, moi, je ne pense pas qu'à la mi-janvier, lorsqu'on va être capable de recommencer à jouer, qu'on va être capable de voyager de ville en ville là, pour avoir un calendrier de semblant normal. Peut-être que ça va être possible dans les Maritimes, mais c'est pas certain que ça va être possible au Québec. Alors, on va devoir y aller probablement avec des bulles comme on a fait. Ça, on l'a déjà confirmé. Alors, j'ai parlé aujourd'hui avec Martin Lavallée, puis il est possible que ces bulles-là se répètent. Et selon l'état des choses, il est possible qu'il y ait des bulles comme ça jusqu'à la fin de la saison régulière, s'il le faut. Si c'est la seule façon de présenter des matchs, on va le faire comme ça. Ça risque d'être des bulles plus petites que celles qu'on a eues à Québec, des 6 équipes ou des 4 équipes ou même juste des 3 équipes pour jouer 2 matchs ou 3 matchs dans une fin de semaine. Ça, c'est une chose qu'on a discutée.
On va repousser la date des transactions probablement au début du mois de février. Habituellement, c'est le 6 janvier, mais là, il n'y a pas assez de matchs de jouer. Tu regardes Sherbrooke, ils ont 5 matchs de jouer. C'est censé être une bonne équipe. Sherbrooke, ils ont 5 défaites. Fait que là, si tu les obliges à prendre une décision le 6 janvier sur est-ce qu'on essaie de s'améliorer pour gagner ou est-ce qu'on essaie d'échanger nos meilleurs joueurs pour penser à l'an prochain, c'est pas honnête. Alors, on va probablement repousser ça au début du mois de février. Il y a des considérations là-dedans pour les libérations de joueurs aussi internationaux et tout ça. On a jasé du dossier des joueurs européens. La LHJMQ a bon espoir que tous les Européens qui vont être à Red Deer pour le championnat mondial junior, comme ils vont être déjà en sol canadien, ça va être facile après ça de les amener au Québec dans leurs équipes respectives. Ce qui va peut-être être plus compliqué, c'est les Euros qui ne sont pas au championnat du monde de hockey junior. De les amener ici par après, ça va rester un problème d'immigration, puis de visa de travail, de visa étudiant, etc. Le format des séries, je pense qu'on a pas mal confirmé que cette année, on va rentrer les 18 équipes en série parce qu'on n'aura pas joué assez de matchs. Alors, c'est sûr qu'il y aura probablement des privilèges pour les équipes qui auront terminé 1 et 2, qui auront peut-être des laissés-passer. On aimerait tenir une finale 4-7 de la même façon qu'on le fait habituellement. Probablement à la fin mai, quelque part, parce qu'on sait que la Coupe Memorial, là, ça va être à la mi-juin cette année, au moment où on se parle. Alors, on a du temps là, pour la LHJMQ de repousser les séries éliminatoires. Puis, comme disait Dominique Michel, il y a des finales jusqu'au mois de mai, mais là, il va en avoir jusqu'au mois de juin, probablement, cette année, là, si on se fie à la tendance. On a parlé tu sais, c'est important, le classement, les équipes n'auront pas joué tous le même nombre de matchs. Alors, il va falloir y aller avec le pourcentage de points obtenus, parce que, tu sais, si à la fin, une équipe a joué 25 matchs, puis l'autre en a joué 45, c'est difficile d'être classé. Puis c'est important, le classement général, parce que c'est ça qui détermine lors de la séance de sélection des joueurs midget. Alors, ils sont sur un comité, là, il y a 5 membres, 5 DG, là, Cam Russell de Halifax, Jim Holton de Charlottetown, Serge Beausoleil de Rimouski, Yannick Jean de Chicoutimi, puis Martin Mondou de Shawinigan, plus le personnel de la Ligue. Puis on discute, on échange sur les choses qu'on doit prendre comme décision. Mais, tu sais, la Ligue junior majeure du Québec a été proactive depuis le début de l'année. On a joué 111 matchs. C'est 111 matchs de plus que la plupart de toutes les ligues en Amérique du Nord en ce moment. Et on espère qu'à compter du 20-22 janvier, il y a des équipes qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour présenter ces mini-bulles-là, là, les environnements protégés qu'on appelle. Et on va se croiser les doigts, puis on va espérer que les joueurs puissent avoir des matchs à se mettre sous la cravate, là, mettons à partir du 20 janvier ou plus ou moins, là. OK, des salutations des gens qui nous écrivent via le RDS.ca ou sur la page Facebook de l'émission également. Salutations à Johnny Pomerleau. Il y a Claude Morin qui te pose la question, quand on va savoir l'alignement final des équipes pour le championnat mondial? Tu l'as dit un peu tantôt, Steph, là, mais je vais te laisser l'occasion de le répéter. Vite comme ça. Ouais, vas-y, puis je continuerai avec d'autres questions. Il y a 2 choses là-dedans. C'est qu'en principe, tu as le droit jusqu'à la veille du tournoi à 15 heures de faire connaître ton alignement. Dans une situation normale, oublions la pandémie, là, le Canada, généralement, à 3 heures, le 25 décembre, remettait une liste de joueurs qui vont jouer le match du lendemain, le 26. Là, en raison de la pandémie, il faut que tu donnes ta liste de joueurs un petit peu avant parce que, comme j'expliquais tantôt, tu ne pourras pas rentrer des joueurs. Tu vas pouvoir en sortir. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir une liste de peut-être 28 joueurs du Canada dimanche prochain. Puis ils vont peut-être aller avec 28 un petit bout, là, tu sais, aller peut-être jusqu'aux 2 matchs préparatoires du 21 et du 23 décembre. Puis après ça, ils vont en retourner 3 à la maison, mettons. Tu sais, le gros dossier pour le Canada en ce moment, là, c'est les gardiens de but. On a 5 gardiens au camp, là. Puis en ce moment, là, flip a coin, comme on dit, ça peut être n'importe quel, là. Il n'y en a pas un qui est établi numéro 1 en ce moment. Tous ont fait quelque chose dans le programme des moins de 18, des moins de 17, au juniora. Mais en ce moment, on n'a aucune idée. Aucune idée. Si le Canada devait jouer un match demain là, contre la Finlande, les États-Unis, une puissance, qui tu mets devant le filet, là, c'est vraiment pas clair, là. OK, une rapide, il y a Thomas, mais juste avant, il y a Guillaume Lemieux qui dit « Hey, Stéphane est tellement bon dans ses commentaires, je l'adore quand il est à votre émission, c'est bien le fun. » Donc, salutations à Guillaume. Et il y a Thomas, Stéphane, qui te demande penses-tu que Bourque et Pelletier vont avoir leur place dans l'alignement final d'équipe Canada Junior? Jacob Pelletier, oui, ça c'est certain. Jacob Pelletier va être là.
André Tourigny l'adore. Il l'a appelé son rayon de soleil l'autre jour. Jacob Pelletier va être là. Maverick Book, j'ai l'impression que ça va aller l'an prochain. Maverick Book a seulement 18 ans, puis j'ai l'impression qu'il va faire partie des joueurs qui, malheureusement, devront attendre à l'an prochain, surtout en raison des conditions actuelles. Peut-être que dans une situation normale, il aurait eu la chance de se faire valoir pendant le calendrier des matchs qu'on aurait joué contre les universitaires et tout ça. Mais là, comme ces matchs-là ont été cancellés, moi, j'ai l'impression qu'on va miser le plus possible sur des gars de 19 ans, des gars qui ont un petit peu plus de vécu. Puis Maverick Book aura encore la chance, comme Hendrix Lapierre risque probablement aussi d'être dans cette même situation-là, de se reprendre l'an prochain. Oh, là, Hendrix Lapierre, j'étais intéressé à avoir ta réponse. Je viens de l'avoir assez rapidement. Écoute, je vais laisser les gens de la télé revenir avec nous avant de parler du trouble que tu as foutu sur Twitter, Steph. Et on est de retour, les gens qui étaient partis au grand titre. On a jasé un peu de tout avec Stéphane pendant que vous étiez partis, mais le problème, c'est que Steph, en fin de semaine, pour mettre les gens en contexte, RDS a présenté un match de Canada junior qui avait eu lieu au Centre Bell. Et toi, de présenter deux. Et toi, tu as eu la bonne idée d'aller dire sur Twitter que c'était certainement le meilleur match qui a eu lieu dans le building du Centre Bell. Et là, ça a comme créé un petit raz de marée, ton affaire. Alors, je te laisse te défendre. Ben écoute, la finale du championnat mondial de hockey junior du 5 janvier 2017, Canada-États-Unis au Centre Bell. Ça s'est terminé 5-4 pour les États-Unis en tir de barrage. On présentait ce match-là hier soir à RDS2. Je regardais un peu de football, je regardais un peu de Netflix, puis je faisais un peu... Et quand je suis tombé sur le match, j'avais presque oublié qu'on le représentait. J'ai fait « wow », tu sais, puis... Je regarde ce match-là avec un peu de nostalgie. Premièrement, on se rend compte comment la foule, c'est important dans un match de hockey. Là, je n'apprendrai rien à personne si on compare avec ce qu'on a vu cet été. Là. Mais tu sais, ce tournoi-là, il nous en a toujours fait vibrer d'une façon incroyable. Puis ce match-là, moi, je pense, bien humblement, puis c'est pas parce que c'est un match du championnat du monde de hockey junior, puis c'est pas parce que c'est moi qui le décris, puis c'est pas parce que... C'est un match d'une intensité extraordinaire. C'est un match qui est allé 2-0 Canada, 2-2, 4-2, 4-4. Des chances de marquer, c'était, comme on dit en langage de hockey, up and down. T'sais. Puis l'ambiance était là, c'était survolté. T'sais. C'était un match de médaille d'or. C'est comme un 7e match, dans le fond. T'sais. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, là, le building, il y a 25 ans à peu près, le Centre Molson, Centre Bell, tu sais, oui, il y en a eu des bons matchs. Puis les gens ont beaucoup ressorti, tu sais, sur Twitter, la remontée contre les Rangers, 5-0, 6-5. Ben oui, c'est sûr que si tu fais l'apologie de tous les matchs qu'il y a eu au Centre Bell, tu sais, il y aura le printemps à Lac en 2010 avec des performances de gardien de but incroyables. Mais est-ce que c'était un si bon match ou c'était simplement une performance de gardien de but incroyable? Tu sais, il faut faire attention à la part des choses. Je dis pas que c'est le numéro 1 c'était le résultat, doute, moi, là, c'est ça. Ben, moi, c'était l'ambiance, c'était la façon de ce match-là, puis le drama à la fin, tu sais, je veux dire, on joue une période de prolongation. Je réécoutais encore Norman Flynn hier, puis tu sais, Norman puis moi, on se connaît, ça fait longtemps, tu sais, quand il a dit, c'est comme deux boxeurs qui se tapent dessus pendant 12 rounds, puis malheureusement, on règle ça à roche-papier-ciseaux à la fin, tu sais, on fait tu sais, il aurait dû en avoir une autre prolongation, puis il aurait dû en avoir une autre, tu sais, que ça... c'est pas parce que, je dis pas ça parce que le Canada a perdu, c'est pas ça, puis si on écoutait la rediffusion hier, puis j'étais content de la réécouter parce que c'est la première fois que je la réécoutais. J'ai dit quelque part en prolongation, quand il restait à peu près 5 minutes, c'est dommage que ce match-là va se régler probablement en tir de barrage. C'est le règlement de la Fédération internationale, on n'a pas le choix. Mais ça n'aurait pas dû finir comme ça. Puis les gens ont dit « Ah, c'est bien, tu dis ça parce que le Canada a perdu. » Ben non, même si les États-Unis avaient perdu, ils n'auraient pas mérité de perdre non plus. Les deux équipes, même Bob Motzko, l'entraîneur américain qui était là, il disait dans le point de presse à la fin, il n'y a pas personne qui a perdu ici. À soir, c'est le hockey qui a gagné. La qualité du spectacle. Hey, Thomas Chabot là, a passé 43 minutes sur la glace sur 80. C'est fou, hein? C'est le fun aussi de voir. C'est le fun aussi de voir que 3 ans plus tard, des joueurs qui sont là, Anthony Cirelli était sur la glace, il a gagné la Coupe Stanley cet été avec le Lightning. Tu regardais des bonhommes comme Chabot, tu regardais Charlie McAvoy pour les Américains, il est hallucinant, là. Tu sais, je veux dire, il est bon, ça se peut pas, tu sais, déjà, on le trouvait bon à ce moment-là, puis tu vois ce qu'il est devenu, tu sais. Alors, juste de faire un petit saut 3-4 ans en arrière, de voir ces vedettes-là, de voir la façon dont ça se jouait hier soir. Moi, en tout cas, écoute, je connaissais le résultat, là, puis j'ai regardé le match jusqu'à la fin, puis je revois encore Troy Terry, là, qui avait compté 3 buts la veille en tir de barrage pour éliminer les Russes.
qui est en train de changer le tape sur son bâton. Quelque chose qui m'avait échappé le jour même en direct, que je n'avais pas vu. Parce que quand tu fais une description en direct, tu ne regardes pas toujours la télé, tu regardes sur la glace. Puis là, il rechange son tape. Il rechange son tape pour être sûr d'avoir un meilleur feeling avec la rondelle. Puis il déjoue Carter Hart. Carter Hart qu'on a vu contre le Canadien cet été, qui était le gardien du Canada. Tu sais, c'est un match extraordinaire. Puis il n'y a pas eu de conquête de la Coupe Stanley dans le Centre Bell Molson. Il n'y en a pas eu depuis 1996. Alors, des grands matchs de hockey, peu importe le niveau, là, que ce soit le Canadien, international, whatever. Moi, je pense que si c'est pas le meilleur, c'est un des 3 meilleurs qui s'est joué dans ce building-là. Là, on peut mettre le match de 5-0 des Canadiens contre les Rangers qui a été... Puis, tu sais, encore là, ce match-là, là, je veux dire, oui, il y a une remontée incroyable, mais on s'entend-tu que la première période et demie, moi, j'étais là ce soir-là, puis je fais partie de ceux qui ont sacré mon camp. J'étais sur la galerie de presse. J'avais travaillé... j'avais travaillé avant le match, tu sais, à Hockey 360 puis au 5 à 7. Puis là, comme on le fait souvent, on va s'asseoir sur la galerie de presse, puis on regarde la première période. Puis là, ça ne marchait pas pantoute. Je dis, bon, parfait, c'était une plate à soir dans le système. Et finalement, je l'avais fini à la télévision en revenant chez moi. Tu sais, mais je veux dire, est-ce que c'était un bon match pendant 60 minutes, le 5-0, 6-5, pantoute? C'est le match de hier, de 2017 qu'on a présenté hier. C'était un match extraordinaire du début à la fin. Là. Le Canada prend les devants, 2 buts en première. Puis pensez à ça, messieurs. Là. Le Canada a compté 4 buts dans ce match-là, 4 Québécois différents. L'équipe était dirigée par Dominique Ducharme. Puis Colin, en 3e période, Pierre-Luc Dubois est venu à ça. Il n'y avait pas un but dans le tournoi encore. Il est venu à ça de marquer le but qui aurait fait 5-4, qu'on aurait fait qu'on n'aurait peut-être même pas été en tir de barrage. Tu sais, on aurait écrit une télésérie avec une victoire de 5-4 du Canada, avec 5 Québécois différents qui marquent, avec un Québécois derrière le banc. On aurait dit, voyons donc, là, c'est de la fiction, tout ça, mais c'est presque ça qui est arrivé ce soir-là, là, au Centre Bell en 2017. Je veux juste dire... Moi, ça reste un de mes meilleurs. Je veux juste dire... Oui, mais je suis d'accord. C'est certainement un des meilleurs. Mais je veux juste dire quelque chose. La remontée contre les Rangers, j'ai vu beaucoup de matchs au Centre Bell. Moi aussi, j'étais là. Je ne suis pas parti. Et Stéphane, tu en as fait des matchs. Tout le monde sur la galerie de presse, les journalistes qui m'écoutent présentement, parce qu'il y en a là, de RDS, mais il y en a de d'autres postes qui nous écoutent présentement, là, vont tous te dire. La poussière décrochait du plafond du Centre Bell tellement qu'il y avait du bruit. On était tous là à s'essuyer le veston d'habit parce qu'on était les épaules plein de poussière. Le bruit qu'il y avait là-dedans, quand le Canadien, on sentait que c'était plus arrêtable le train. Puis Dieu sait que c'est arrivé souvent contre le Canadien. Là. Mais c'était hallucinant le bruit. Fait qu'au niveau ambiance, puis je suis convaincu que Canada et États-Unis, ça devait être incroyable également. Mais Canadiens et Rangers, cette game-là va me rester marquée. Puis tu as raison, tu as eu un meilleur 60 minutes des deux équipes dans ta game. Mais au niveau du bruit, de l'ambiance, écoute, la poussière qui décroche du plafond, c'était quelque chose. Hein. Martin, je n'ai même eu 80 dans ce match-là. Je n'ai pas juste eu 60. C'est ça qui est encore plus le fun. C'est ça. C'est ça. Non, mais moi aussi, 80 minutes. En tout cas, ça, c'est comme n'importe quoi. Tu peux être 10 à l'entour de la table. C'est pas tout le monde qui va avoir le même top 3. Mais chose certaine, comme tu as dit, Steph, la finale de 2017, Canada-États-Unis, assurément dans le top 3. Puis la remontée face aux Rangers également. Le problème, c'est qu'on cherche peut-être le troisième. Mais ça peut être le printemps à l'Axe. Ça, je pense qu'il y avait eu de quoi d'assez spécial. Le centenaire du Canadien. Oh, oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est des événements. Non, mais Martin, une minute, il ne faut pas dévier. Là. Des événements marquants au Centre Bell, je veux dire, retirer le chandail de Bernard Geoffrion, le retour de Sakou Koivu, ça, c'est correct. Là, je dis rien contre ça. C'est pas des matchs. Je parle de la qualité. Je parle de la qualité du match, moi, là. Je suis pas en train de dire que c'est le plus grand événement qu'il y a eu au Centre Bell. Je parle du match de hockey, ce qui se passait là, sur le 200 par 85. Ouais, hey, Steph, on remet ça la semaine prochaine. Ouais, faut fouiller parce que là, vite comme ça, là, faut pas nous oublier. Steph, on se reparle la semaine prochaine. On va être là pour la toute dernière avant la pause du temps des fêtes, le 18, avec toi, avec Normand, puis on va faire une émission complète sur le championnat mondial junior qui va débuter avec les matchs pré-saison 2 jours plus tard et une semaine jour pour jour pour le tournoi. Ça va être bien le fun de te revoir. Là. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Salut tout le monde, puis bonne continuité. Ouais. Merci. Bye. Les gens ont hâte, hein, Martin? Il y a beaucoup de commentaires. On est en manque de hockey. Fait que c'est certain que les gens, ça les allume. Puis là, on espère qu'on va avoir un tournoi puis que tout va bien se dérouler puis que la bulle va fonctionner. Parce qu'on le rappelle aux gens, match pour Équipe Canada pré-saison. Pas pré-saison, mais préparatoire. 21 décembre, 23 décembre, c'est présenté à RDS. Et le tournoi débute le 25. Donc, pour la période des fêtes,
On risque de tout être en confinement chez nous, pas trop de party, absolument rien. On va avoir juste ça à faire, puis les matchs du Canada vont être présentés à heure de grande écoute également, malgré le fait que c'est dans l'ouest du pays. Les matchs ici sont présentés à 18 h. Donc, ça va être vraiment, mais vraiment cool de suivre ce tournoi-là. Oui, ça va être le fun. Écoute, merci à Stéphane. Alex Tegliani s'en vient. Stéphane, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as mentionné, Yannick, son podcast va être publié là, aujourd'hui sur la glace. Donc, vous pourrez aller écouter ça, c'est sûr, sur notre rds.ca. Notre prochain invité, il est tout un pilote automobile. Il nous a donné des grandes sensations comme pilote. Puis il n'arrête pas, puis il est en train de partir un projet dans mon coin, un projet assez hallucinant. Je suis assez content. Je pense que je vais y envoyer mes 4 enfants appliqués pour une job chez eux. C'est Alex Tagliani. Salut, Tag. Salut, les gars. Si tu veux, je te pars un staff vite, moi, tu vois ça. On va en avoir besoin des employés. Donc, tu es bienvenu de les envoyer, ça va faire plaisir. Yes, on peut peut-être commencer avec ça. Tag, on veut te parler de la F1, on veut te parler de NASCAR, on veut te parler de plein de choses, mais je pense qu'il faut qu'on commence avec ton projet. Bon Dieu que ça fait du bien d'entendre comme ça des bonnes nouvelles. Tu sais, dans cette période de pandémie épouvantable qu'on vit, d'arriver, puis là, un projet rafraîchissant, tu sais, puis je suis allé voir votre vidéo, puis regarde, moi, je suis loin d'être un pilote, mais j'ai hâte en tabarnouche d'aller essayer ça. Là, la track, ça a l'air écurant, là, il y a des paliers et tout ça. Raconte-nous ça un peu, là. Attends, Yann et Alex, notre première question qu'on a, Tag, c'est nous autres, on est à peu près 240. Y a-tu un poids limite dans les chars? Non. Ben oui, il y a un poids limite, mais à 2,40, t'es correct. Yes, Yann, on est correct! Bon, c'est bon. Yeah, c'est sûr, on va l'essayer. En passant, les cartes sont super confortables. Tu vas peser un bouton sur ton volant, les pédales vont s'éloigner, vont se rapprocher dépendamment de ta grandeur pour le confort. Donc, non, c'est la grosse technologie, ces machines-là qui vont être dans ce centre-là. Donc, nous aussi, on a vraiment hâte d'ouvrir pour montrer ça aux gens. Mais là, raconte-nous ça. Là. Ce projet-là, ça fait longtemps qu'il germe dans ta tête. Vous avez travaillé très fort, puis là, ça va aboutir, ça va ouvrir bientôt. C'est dans le coin de la Plaza Sainte-Thérèse, je pense. Raconte-nous ça un petit peu là, pour les gens qui sont pas au courant, Tag. Bien, premièrement, je commencerai en disant que si les gens sont curieux, là, parce que ce que je vais dire, c'est dur de se l'imaginer. Donc, ils peuvent regarder sur le site Internet de tagekarting.com. Puis comme tu disais, oui, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'avais en tête. Le pire moment dans l'année d'un pilote de karting, c'est en ce moment. C'est l'hiver arrive, tu ranges ton kart dans le garage, tu vas le regarder, tu vas le nettoyer, tu vas changer les collants, mais pendant les 5 mois d'hiver, tu vas rien faire. Donc, je me suis toujours posé la question pourquoi qu'on pouvait pas avoir un centre intérieur. Puis évidemment, j'ai commencé le karting à 10 ans, donc j'étais vraiment maniaque de karting. Tout ce que je voulais, c'est conduire. Au fil des ans, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des rencontres d'affaires, j'ai rencontré du monde dans l'immobilier. J'avais moi-même une passion dans l'immobilier. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai fait des maisons, je l'ai vendu, j'ai rénové. Et à un moment donné, j'ai vu des centres de karting apparaître, mais c'était pas ce que j'avais en tête. C'était pas ma vision. Il manquait un petit quelque chose. Et à force de parler de ton idée, là, quand tu as quelque chose en tête qui te passionne, t'en parles souvent, t'en parles autour d'une table, au téléphone. Je dois avoir rendu la tête grosse comme ça des gens à qui j'en ai parlé. Puis ce sont finalement ces gens-là qui sont restés autour de moi, puis on a formé une super équipe. Les gars qui sont partenaires avec moi là-dedans sont vraiment calés dans plusieurs départements, donc qu'on va avoir besoin justement dans le centre. Et puis et quand est venu le temps de parler karting, bien évidemment, le gars est là et on a été capable de mettre en place la piste avec les produits qu'on voulait pour être capable de donner un service à la clientèle qui va être hors pair, puis de finalement mettre en place un centre qui va être vraiment, vraiment unique au Canada. Oui, ça va être des karts électriques sur plusieurs étages. Moi, c'est ça, tu sais, que ça n'existe pas, des montées puis des descentes en karting. Est-ce qu'au niveau du prix ou de l'abonnement, parce que peut-être que tu pourrais vendre des abonnements pour que ça coûte un peu moins cher, le fou là, qui veut y aller 5 fois par semaine, peut-être sur un abonnement, ça coûterait moins cher. Les prix, en raison, c'est grandiose, c'est électrique, c'est 2 étages, tout ça. Les prix, est-ce que c'est compétitif avec ce qu'on trouve présentement pour les gens qui font du kart intérieur?
Ça va être exactement la même chose. Donc, oui, on a investi beaucoup d'argent pour avoir la piste de 3 niveaux, mais le but d'avoir la piste de 3 niveaux, c'était pour se permettre d'avoir la distance, parce qu'on voulait avoir une grande piste. On voulait en avoir 2 aussi, une pour les jeunes, une pour les adultes. Ensuite, on voulait merger les 2 ensemble pour faire une super piste. On voulait avoir 2 configurations dans toutes les pistes qu'on a dans le centre. Donc, en montant en niveau, on se retrouve à être capable d'avoir la grandeur qu'on veut. Puis, avec la dimension d'immeuble qu'on avait sur le bord de l'autoroute 15, l'emplacement, ainsi de suite, on a été capable d'insérer d'autres attractions. Donc, le cinéma 7D, la réalité virtuelle, les arcades, le laser tag de 2 niveaux, les salles corpo, le bowling, le axe throwing. Donc, en rentrant d'autres attractions pour faire en sorte que le centre devienne une destination, que tu t'en ailles là regarder les games d'hockey le soir sur les écrans géants, puis que ça te tente de faire du karting, on avait la possibilité de mettre plus d'attractions possibles, imaginables, pour être capable d'avoir du revenu, pour faire en sorte qu'on peut se payer la coche de la coche au niveau des karts, puis au niveau de la piste, puis de faire que le karting soit unique en son genre. Écoute, il me reste 2 questions sur le karting. La première, est-ce que tu vas avoir honte si c'est pas toi qui as le meilleur chrono dans ton centre? Non, pas du tout. Écoute, on a une équipe de course. D'ailleurs, on a investi dans une grosse équipe de course. On a commencé cet été. Ça va continuer vraiment une saison complète en 2021. Si tu regardes sur quelques photos que j'ai mises sur Instagram, tu peux voir que c'est très professionnel. Les jeunes sont vite. C'est la relève de la course. Puis quand tu leur fais faire du karting qui est vraiment leur sport à eux, donc c'est les pros du karting, c'est sûr et certain que si nos pilotes de kart sont pas capables de battre Alex Aguiani, on a un problème avec la relève. Alex, ça m'ouvre une porte un peu. Souvent, là, moi, je connais plein de gens, plein de dépisteurs dans d'autres sports qui, à un moment donné, il y a toujours une petite trouvaille qui se fait. Tu vas assister à un match de baseball ou de hockey, puis quelqu'un ne l'a jamais vu parce que le jeune n'a jamais pratiqué ce sport-là, puis là, il décèle quelque chose, puis il y a des belles histoires qui arrivent avec ça. Ça pourrait arriver aussi. Il y a sûrement plein de jeunes qui ont du talent, qui ont peut-être jamais fait de karting, puis que là, ils pourraient arriver chez vous, puis offrir une belle performance, puis là, tu pourrais devenir un peu comme celui qui pourrait le développer. Là, je sais, tu me disais que tu as investi avec une équipe, mais est-ce quelque chose qui t'intéresserait, ça également, si, admettons, je sais pas, moi, par le pur des hasards, TQ Pomerleau s'en va chez vous, puis il trippe, puis tu vois qu'il y a un potentiel, il vient 2-3 fois, puis là, tu décides de le prendre en charge, puis de le monter. C'est quelque chose que tu aimerais faire, ça, un jour, quand toi, tu seras pas en piste, de pouvoir développer un pilote québécois, puis l'amener dans les plus hauts sommets de la course? Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Puis d'ailleurs, ça fait partie des plans, puis ça fait déjà partie des plans, même à l'ouverture. Donc, il y a des choses qui vont être annoncées très prochainement. On va avoir des partenariats parce que le centre peut servir de centre de développement. On a l'intention d'avoir une académie, de prendre les jeunes dès le départ, de les initier dans le karting via le centre. Donner évidemment l'équipement nécessaire pour que ça fasse du sens de pouvoir les évaluer. Mais ensuite, oui, on est capable de les amener dans l'équipe de course, puis on est capable de les accompagner s'ils veulent plus. Puis le centre pourra servir d'évaluation puis de voir s'il y a des jeunes qui ont un potentiel un peu plus avancé qu'ils ne savaient même pas d'avoir. Donc, j'espère qu'on va en retrouver. Puis avec l'équipe de karting de compétition, ben c'est de les amener, c'est de leur donner tout nécessaire, de leur bâtir un coffre d'outils pour leur donner une chance de performer à haut niveau. Puis avec les relations qu'on est en train de créer, soit avec des commanditaires ou soit avec le manufacturier de cartes qu'on importe au Canada, RG, qui est avec eux, c'est avec eux que j'ai commencé ma carrière. On peut sûrement les amener en Europe, on peut leur faire un championnat en Europe. Et c'est cette compagnie-là qui a lancé Hamilton, Verstappen. Il y a beaucoup de grands pilotes qui ont couru pour CRG en Europe. Donc, pourquoi pas de prendre un des pilotes les plus talentueux qu'on aurait dans notre équipe puis l'amener en Europe dans l'équipe CRG Italie? Wow! Écoute, les gens trippent sur On Jase. Ça a l'air tellement trippant. Oh mon Dieu, arrête, Alex, tu me fais rêver. Il y a Gaétan qui va un petit peu plus cru. Il dit c'est écrit dans le ciel que mon cul va s'asseoir dans un de ces cartes-là.
la question que moi, je te pose, Alex, je suis un fan de voitures électriques. J'en suis à ma 2e voiture électrique. D'ailleurs, je ne course jamais avec mon auto. Quand quelqu'un, parce que des fois, il y a des petites Volkswagen GTI qui se mettent à côté de moi puis ils font vroom, vroom. Puis là, je baisse ma fenêtre. Je fais « Hey, le kid, as-tu Google? » Il dit « Oui. » Je dis « Google mon char. Tu vas voir que j'ai pas besoin de courser avec toi. » Tu sais, c'est beaucoup plus sécuritaire. Un kart électrique, moi j'ai une auto électrique, je sais à quel point c'est prime, à quel point je peux faire le 0-100 avec. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les karts comme technologie et l'indépendance? T'sais, est-ce que quand je vais arriver puis que tu vas me passer un kart qui reste un quart de batterie, je vais être plus lent que les autres ou jusqu'à temps que la batterie meurt, je vais être aussi compétitif que les autres? Comment ça marche? Ouais, tu as des bonnes questions. Écoute, la raison pourquoi on a investi dans ce produit-là, qui est le nouveau CRG Hydrénaline, c'est parce que, justement, écoute, la technologie de ce kart-là, elle est hallucinante. Donc, non, pour répondre à ta question, la batterie, jusqu'à temps qu'elle ait 2 % de batterie, le kart va te donner les mêmes performances. Ce que le kart a, qui est vraiment particulier, c'est un différentiel en arrière avec un curve system pour récupérer l'énergie. 2 moteurs, un sur chaque roue. Donc, à la décélération, quand tu lèves l'accélérateur, tu as un gros frein moteur qui décélère la machine. Tu as des freins avant avec des disques ventilés que personne n'a en ce moment dans l'industrie. Il y a des sensors dans les pare-chocs avant-arrière. Donc, si toi, tu frappes très fort à 2 reprises un concurrent, ton moteur va réduire de 2 kW pendant 3 secondes pour créer un flot constant dans la session. Si jamais moi je dérape dans ta session, mettons au virage numéro 9 en haut, puis toi dans le virage numéro 3, les karts sont géolocalisés, donc on sait qu'il y a quelqu'un qui est à moins que 5 km/h dans une section de la piste. Toi, ton kart va continuer à rouler full pin jusqu'à temps que tu arrives à une distance du kart qui est arrêté. Si la personne n'a pas encore trouvé le reculon pour finalement sortir du pétrin, ton kart va réduire au moment où tu arrives à l'incident automatiquement sans un opérateur a besoin de faire quoi que ce soit. Puis tu vas réaccélérer une fois que tu nous as dépassé. Donc, je te dis, il y a de la grosse technologie là-dedans. Et les karts, évidemment, vu qu'on voulait être capable d'avoir une gamme de performances qui est bonne autant pour quelqu'un qui vient d'en faire pour la première fois puis qui veut une super expérience que pour quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, on a la chance d'amener les karts jusqu'à une performance de 0-100 km/h en 4 secondes. Donc, ça sort de la boîte, là, comme on dirait. Nos avant-bras, mais t'as fini avec ça. L'ouverture est prévue quand, Alex? Si tout va bien, puis à date, écoute, la construction va super bien. On a une équipe sur le terrain qui est absolument exceptionnelle. Donc, la structure d'acier commence à monter. On voit un peu tous les étages du circuit. On devrait être ouvert fin avril, début mai. Oh, wow, OK. Écoute, c'est incroyable. Mais Yannick, j'aimerais ça te faire remarquer qu'Alex a dit qu'il y avait des freins sur l'auto, donc je ne savais pas qu'il fallait breaker quand on coursait en kart. Je vais me prendre une note. Il faut freiner, Martin. C'est important. Bien, ça dépend à quelle vitesse tu es. Mais si tu es à la vitesse avancée, là, je vais te garantir que tu es mieux freiner. Ah oui? Combien tu penses qu'on va pogner sur ton circuit? Là, il reste 30 secondes avant qu'on finisse la télé. Combien tu penses qu'on va pogner avec l'auto? Écoute, c'est difficile à dire parce que c'est un nouveau circuit, une nouvelle configuration. On ne l'a jamais essayé. Ça dépend de la longueur de la ligne droite, mais c'est sûr que si tu es en mode pro, tu peux frôler les 85-90 km/h. La suite de l'autre côté. Merci les gens de la télé. Oh, je te dis, il n'y a pas grand place pour dépasser là-dessus, mon Yannick. Mais c'est correct. Non, mais écoute, on est 5,6 mètres de large, le circuit. OK. Puis en mode longue piste, on a plus que 400 mètres de distance. Donc, c'est un des plus longs circuits. Ça va rouler autour de 40 secondes autour. Beaucoup de circuits de karting en ce moment, on voit des temps de 25 secondes. Donc, c'est quand même très, très long. Il y a quelques virages en descendant. Il y a quelques virages en montée avec un peu d'inclinaison aussi. Ça va donner une espèce d'effet de force G.
on a une surface un peu spéciale, que tu sois au rez-de-chaussée ou que tu sois dans les étages. Notre surface, elle a quand même une certaine adhérence, donc c'est quand même bien. Tant que je veux prendre le temps de parler avec toi un peu de course parce que tu pilotes toujours, tu es toujours actif en NASCAR, série Pinty's. D'ailleurs, même cet été, tu as fait une course à Daytona avec l'équipe de Raphaël Lessard qui était notre invité aussi la semaine dernière. Là, je me souviens, on t'a vu, puis ça allait bien à un moment donné. Malheureusement, tu as eu des petits ennuis mécaniques qui ont fait que tu as terminé 22e, mais tu étais là, tu étais dans le peloton de tête. C'était le fun de te voir aller. Je me rappelle de cette course-là. C'était vraiment trippant de voir les deux Québécois là, comme ça qui dominaient sur la piste à Daytona. C'est encore dans les plans, ça, pour Alex Tagliani de rester en piste l'an prochain? Oui, évidemment, avec la saison qu'on a eue, tout est reporté à 2021. Donc, avec Ona, Viagra, Cantork et les commanditaires qui sont avec moi depuis 3 ans, Saint-Hubert qui nous supporte dans le programme de course. Le but, c'est d'avoir la voiture numéro 18 continuer dans le programme de NASCAR Canada. Et puis, on espère tous d'avoir une saison qui va être un peu plus normale. Ouais, tu penses quoi du Culossard? Je trouve qu'il est tellement rafraîchissant. Il est une bine, mon gars, incroyable. Je l'ai passé à la radio en entrevue. On l'a eu à On Jase également la semaine passée. Il a une tête de champion, là. Oui, il a bien fait. Moi, je pense que cette année, avec les difficultés, les challenges qu'il a eu, compte tenu du manque de pratique, compte tenu que la série demandait d'embarquer en piste sans pratique, les qualifications étaient sautées aussi. C'est toutes des petites affaires techniques en tant que pilote qui sont difficiles. Puis, quand tu es catapulté comme ça... et tu réussis à sortir ton épingle du jeu, tu fais des splashs de performance. Je pense qu'il a bien fait compte tenu de toutes ces situations-là à cause de la COVID. Alex, tu as participé à plusieurs séries, différentes catégories de courses, tu as piloté plein de modèles différents. Mais là, si on parle de NASCAR, j'ai envie de te demander une question bien simple, mais que moi, je suis pas capable de répondre, puis je suis un amateur de course, puis j'aime ça, puis je vous suis, je vous regarde depuis longtemps. C'est quoi la principale qualité d'un bon pilote en NASCAR? Ouf. Je te fais une anecdote, puis tu répondras à ta question par toi-même. Fait que moi, je suis un gars qui vient de la monoplace, donc à roue découverte, avec beaucoup d'appui. Et... en 2000, si je me rappelle bien, en 2011, j'ai couru au Grand Prix au NASCAR à Montréal et c'était ma première fois pour l'écurie Penske. Je conduisais la voiture Hot Wheels et malheureusement, je n'ai pas fait de pratique. Donc, je suis arrivé là comme ça, un cheveu sur la soupe. Ils m'ont assis dans la voiture, puis je suis parti pour faire le premier tour en pratique. Et je me rappellerai toujours, c'est un circuit que j'ai fait. J'étais en pole position en IndyCar sur ce même circuit-là. Là, je suis en NASCAR. Donc, vendredi matin, je sors de l'épingle, je reviens sur le long du bassin olympique, puis je m'en viens vers la chicane du mur du Québec. Et je regarde le pont du Casino, puis là, je dis, bon, d'habitude, je freine au 2. Je vais freiner au 4, tu sais, le double. Je me mets à freiner. Puis là, la voiture se met à faire du wheel up en jargon anglais. Le derrière se lève. Ça se met à barrer en arrière, les roues barrent. Mais écoute, là, quand ça fait ça, là, tu peux plus, ça freine plus. Là. Puis là, je vois là, le mur des loges s'en venir, là, comme ça. Là. Puis t'as dit, je l'ai échappé, puis j'ai passé à 1 pouce du mur des loges. Puis dans ma tête, là, quand j'étais dans les puits, le crew chief embarque sur la radio, puis il me dit « Hey, Tag, il dit, on n'utilise pas les puits en NASCAR. Il dit, on prend les garages en arrière. » J'ai dit, c'était pas mon but, là, mais je voulais juste comme éviter. Là, j'ai bailé out à la dernière minute. J'avais la patate. Je voulais pas tuer personne. T'imagines-tu, je rentre, je démolis la voiture Penske. Le tour 1 de la première pratique du week-end dans le mur des loges. Ma carrière est finie. Fait que longue histoire courte. Hey, je broille tellement que je ris. C'est que un pilote de NASCAR... faut que ça ait une certaine finesse. Pas dire que les pilotes de Formule 1 n'ont pas de finesse, mais quand tu conduis une voiture qui pèse
le double et plus d'une monoplace, qui a à peine l'appui aérodynamique d'une voiture normale, tu n'as pas 7000 livres d'appui sur les pneus. Donc, quand tu arrives au freinage, un pilote de monoplace, là, ça freine très agressivement, brutalement, parce que tu as tout l'appui, puis pendant les 2 premières secondes, ben, la voiture, elle a 7000 livres d'appui, puis elle pèse seulement 1500 livres. Donc, tu as 1500 livres qui avancent pour 7000 livres d'appui. Tandis que la voiture NASCAR, tu as 3500 livres qui avancent pour la même chose au niveau des pneus. Donc, tu sais, tu n'as pas vraiment plus d'appui sur tes pneus pour te ralentir vraiment de façon agressive. Fait que quand tu appuies les freins avec une voiture NASCAR, il faut que tu appuies, tu descends le spoiler vers le sol, puis tu continues à moduler jusqu'à temps que la voiture, tu sais, elle s'installe bien comme il faut, puis tu as l'adhérence des pneus qui est limite. Tu sais, une IndyCar, la façon que moi je pilotais ça, c'est tu appuies agressivement sur la pédale, tu décélères, tu sais, de 3 km/h à 100 km/h en 2,5 secondes, puis après ça, tu retires ton pied du frein, parce que plus la voiture, elle a ralenti, plus elle devient légère, puis là, tu n'en as plus d'appui, puis les freins sont trop puissants pour la dernière portion du freinage, fait que tu es toujours porté à barrer les roues vers la fin du freinage. Fait que quand tu conduis une voiture NASCAR puis une voiture IndyCar, c'est presque 2 techniques de freinage différentes, puis le freinage, c'est le début de ton virage. Donc, tu sais, il faut quasiment que tu réapprennes à conduire d'une autre façon. Puis, faut pas non plus, excuse-moi le langage, mais faut pas que tu cochonnes la voiture parce que elle prendra pas. Puis, quand la voiture le prend pas, puis tu te mets à aller de côté, puis à déraper, c'est spectaculaire, mais quand tu vas de côté, tu n'avances pas vers le chrono, donc tes temps sont pas bons. Donc, c'est plus de finesse, je te dirais, puis de maximiser l'adhérence de la voiture avec ce qu'elle a et pas d'essayer d'en faire plus qu'elle est capable de t'en donner. D'après moi, le NASCAR, c'est plus ça. J'ai ri parce que je te vois arriver, là. Je te vois arriver au S avant le mur du Québec, puis je vois mon frère, mettons, dans un chemin de campagne à Jersey, qu'il savait qu'il faisait pas le virage, puis qu'il s'agnait dans le trail à skidoo, puis qu'il était là avec le volant. Oh non, oh non, oh non. Puis là, j'ai exactement l'image que j'ai. J'ai Tag qui est là, qui fait oh non, oh non. Et là, je veux savoir. Tu sais, t'as dit, normalement, je break au 2, là, j'ai break au 4. Le tour suivant que tu l'as essayé, t'as-tu dit, hey, je vais essayer 6 ou t'as dit, je vais essayer 8? Ah non, j'ai levé le pied bien avant, puis j'ai essayé, je sais pas si c'était 6 ou 8, mais j'ai essayé. Et puis quand j'ai vu que la voiture était capable de freiner presque au 6, ben c'est devenu mon point de freinage. Puis ben toutes les distances de freinage ont toutes changé. Donc, quand je me suis remis à conduire sur le tour au complet, j'ai essayé un petit peu plus, mais tu vois que la voiture est pas capable d'en prendre trop de plus. Fait que c'est vraiment de conduire tout le temps, tu sais, un petit 2% en dessous de sa limite, parce que dès que tu l'emmènes au-dessus de sa limite, la perte autour est tellement importante que ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Fait que c'est une méchante entrée en la matière, ce premier tour-là. Il va rester gravé dans ma tête parce que je me suis dit, oh my God, si je fesse la voiture de M. Penske dans le mur des loges à Montréal, le premier tour de piste que je fais, c'est fini. Je m'en vais à la maison. Hey Alex, il nous reste quelques minutes, puis on peut pas te laisser partir sans te parler un peu de F1. Puis, tu sais, des fois, on le disait en début d'émission, on est chanceux. T'es booké sur notre show depuis quelques jours. Puis là, ben hier, au Grand Prix de F1, ben une belle prestation de Lance Stroll, une victoire de Perez, sa première en carrière. Donc, l'équipe Racing Point qui a connu un excellent week-end. On veut jaser de ça un peu. Tu sais, il y a eu l'incident de Grosjean aussi, mais avant, là, je veux juste que tu me parles un peu de Lance Stroll. T'sais, nous, comme amateurs, là, depuis quelques semaines, ça allait moins bien. T'sais, il est promu un bel avenir, mais on dirait qu'il manque toujours un petit quelque chose. Mais en même temps, qui sommes-nous pour juger? Là? En tout cas, pour nous, là, toi, t'es pilote, tu peux le faire, mais c'est ça, il est jeune. Comment tu le vois, Lance Stroll? Puis de voir que, tu sais, il est allé chercher une pole position, t'es allé chercher 2 podiums quand même, puis là, hier, une 3e place. Tu vois ça comment, toi, l'avenir pour Lance Stroll? Ben, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place à amélioration. Tu sais, en vérité, il fait bien. Hier, une chance qu'il a capitalisé sur un podium parce que son coéquipier a gagné.
Lance, il a été pitché en Formule 1 très rapidement. Puis, évidemment, en Formule 1, tu es toujours comparé à ton coéquipier. Donc, ça n'a pas été facile sa première année chez Williams quand il était avec Massa, qui était un gars très expérimenté. Là, il est avec Perez. Perez a une année du tonnerre et je pense qu'il conduit mieux qu'il n'a jamais conduit. Et en plus, c'est lui qui gagne la course d'hier. Donc, il faut qu'en tant que coéquipier, que tu sois là. Mais c'est comme ça en Formule 1. Hein? Tu prends un gars comme Bottas, puis il a toujours été comparé à Hamilton. Il va toujours être comparé à Hamilton. Puis quand tu as le meilleur pilote de Formule 1 avec toi, c'est pas facile. Ça joue beaucoup sur ton mental. Donc, je pense que hier, ce que je retiens, c'est que Lance a fait une bonne course. Puis, ce qui est intéressant, c'est justement quand ton mental est affecté parce que ton coéquipier est toujours devant toi, c'est sûr que ça affecte, là, ça va t'affecter énormément. Puis les gars, c'est pas des robots, c'est des humains. Donc, il a fait une belle course, presque pas d'erreur. Il a réussi à aller chercher un podium pour l'équipe en général qui se bat pour une place comme un des meilleurs manufacturiers. Tout ça mis ensemble, là, quand tu as cette pression-là en tant que pilote, puis tu réussis une performance à faire un podium, puis ton coéquipier est seulement premier, donc 2 places devant toi, je pense qu'en général, il faut lui donner un A comme performance d'hier. Écoute, je vais te poser 2 questions d'auditeurs, puis ils sont touchés, fait que j'espère que tu as des bons patins pour la contourner. C'est pas pour te mettre en boîte que je fais ça, c'est parce que je veux poser des questions des gens. Pierre Marcellet, il dit, si c'est pas Papa Stroll qui est propriétaire de Racing Point, est-ce que c'est pas Stroll qui cherche un volant au lieu de Perez, qui a mieux fait que lui cette année? Ah, écoute, c'est sûr, mais tu sais, dans la vie puis dans le sport automobile, il y aura toujours des gens qui sont extrêmement fortunés, qui sont backés, et qui vont prendre cet espace-là. Ça va toujours être comme ça. Mais l'âge et l'expérience comptent-tu? Tag, il est jeune, là, il n'a pas l'expérience de Perez. On le condamne tout de suite, mais y a-tu un côté de dire, attendez, il est plus jeune, à même âge avec Perez, il sera un meilleur pilote que Perez, ou il n'y a pas d'âge en course automobile, faut que tu roules? Ah, tu sais, je pense qu'en Formule 1, ils sont beaucoup plus aptes à juger les pilotes. Quand tu arrives en Formule 1, aujourd'hui, les pilotes sont très jeunes. Les Verstappen de ce monde ont mis un benchmark qui est hyper élevé. Donc, tu sais, un Russell aussi qui... Ça, on n'a pas parlé de Russell, mais ce jeune-là, il est embarqué dans une voiture, il a moulé son banc, à la dernière minute, il a bien pratiqué, il a bien qualifié, il a bien couru. Il est quand même confronté puis comparé à un Bottas qui n'est pas un pied de céleri puis qui est quelqu'un qui est aussi capable de out-qualifier puis out-performer Lewis Hamilton sur un 20-25% de temps. Donc, ces jeunes-là mettent un benchmark qui est tellement élevé que quand toi, tu arrives en Formule 1 puis tu ne suis pas ce benchmark-là, tout de suite, tu tombes dans la 2e catégorie. Donc, c'est ça le grand problème, c'est que tu as ces benchmarks-là qui sont très élevés, puis peut-être que, oui, tu as raison, c'est un manque d'expérience, puis c'est un manque de tour de piste, mais pour l'auditeur qui a posé la question, jusqu'à un certain point, Lance a eu quand même beaucoup de chance d'être capable de faire énormément de tests avec Williams à sa première année. Donc, à un certain moment donné, c'est sûr que la pression va arriver, puis il faut que tu performes. Il y a un temps d'adaptation qui va lui être offert, mais à un moment donné, il va falloir qu'il performe. Puis l'année prochaine, il va être comparé à Vettel. Donc, là, il n'y aura plus de... il ne peut plus avoir d'excuses. Là. Ça a été Massa, ça a été Perez, ça a été Vettel. À un moment donné, quand tu commences à être confronté à plusieurs types de pilotes qui ont tous leurs qualités, les équipes dans ce niveau-là où ils sont, avec la télémétrie puis les données qu'ils ont, ils sont capables de dire ce pilote-là, il est à ce niveau-là. Nous, on n'est pas capable. Nous, tout ce qu'on voit, c'est les datas, les résultats, puis c'est les podiums, combien qu'on peut en compter dans une année. C'est ce genre de comparatif-là qu'on a. Mais les équipes, eux, ils vont être capables de le faire.
Tag, il y a une question sur la page Facebook de l'émission de Guillaume Lemieux. Je te la pose, elle est un peu longue, là, mais puis je la lis en même temps. Salut les boys, vous trouvez pas que ça fait bizarre ce que c'est? Oui, parce que c'est revenu à quelques reprises. Vous trouvez pas que ça fait bizarre ce qui s'est passé chez Mercedes hier? Comme si on voulait pas montrer que pratiquement n'importe qui pouvait remporter une course au volant de leur voiture. En tout cas, de mon côté, je sais que si Russell avait gagné la course et même vu ce qui s'est passé, je trouve que ça enlève un peu de mérite aux pilotes chez Mercedes. Puis là, il explique tout ça. On te pose la question, Tag, t'en penses? Moi, je pense pas qu'ils ont fait exprès, là, mais effectivement, d'un coup, des problèmes de tire aux deux pilotes, là. Ils sont 1 et 2, puis tout d'un coup, ils ont des problèmes de tire que personne ne voit. C'est ordinaire. Ben, moi, je pense que l'erreur, elle a été humaine, puis c'était une vraie erreur. Parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir que ce safety car-là serait arrivé ou ce drapeau jaune-là serait arrivé. Puis finalement, s'il n'était pas arrivé, les pilotes ne seraient pas rentrés au puits. Et s'ils ne rentrent pas au puits, puis la course se termine comme elle est, moi, je pense que Bottas aurait gagné. Parce que ce qu'on a oublié de voir, c'est qu'ils se sont précipités pour faire l'arrêt. Parce qu'évidemment, avec le peloton qui va se refermer, tu n'as pas le choix de changer les pneus, sinon tu vas être exposé. C'est ce qui est arrivé à Bottas. Malheureusement, ce qui est arrivé à Bottas, c'est parce qu'il est deuxième en ligne. Puis en Formule 1, ils ont seulement une équipe de changement de pneus. Juste parce qu'il était deuxième à ce moment-là, c'est une malchance. Mais en même temps, c'est la procédure des équipes de Formule 1. Le premier pilote rentre, le deuxième rentre avec un gap, puis ils font les changements un après l'autre. Les pneus qui sont mis sur Russell, c'était pas les bons pneus. Quand ils ont fait le changement de pneus, malheureusement, quand Bottas, lui, est rentré au puits derrière Russell, ben les pneus qu'ils ont mis sur la voiture de Russell qui n'étaient pas bons, ils ne pouvaient pas les mettre sur la voiture de Bottas. Fait que quand ils l'ont ressorti avec ces mêmes pneus. Alors, lui, Bottas a eu un double échec, finalement, dans cette situation-là. Et ils ont pu le réparer au premier des deux, qui était Russell. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, ce qu'on a oublié de toute la course, c'est qu'à un certain moment donné, Bottas récupère sur Russell. Puis là, il se retrouve à 4 secondes, 3 secondes, 2,8 secondes. Puis, il y a un moment où est-ce que Bottas récupère un petit peu de terrain. Donc, si tu fais rentrer ton deuxième pilote, qui semble être à ce moment-là le plus rapide en piste, et tu le fais rentrer, tu le fais ressortir, puis il roule en pneus blancs, les pneus neufs, son temps là va être beaucoup plus rapide que le pilote qui reste en piste avec des pneus qui sont usagés. Donc, à l'échange, il aurait pu devancer Russell. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait rentrer Russell, puis Russell a commencé à rouler dans le 55-54 pendant que Bottas est encore en piste avec des vieux pneus, puis il fait du 56. Donc, son avance à Russell est passée de 3 secondes à 8 secondes. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent, pourquoi ils se sont entêtés à continuer à faire rouler Bottas en piste, en sachant qu'il se fait refiler 2 secondes au tour par le pilote qui vient de rentrer en piste avec des pneus neufs. C'est comme pas fair de faire ça, parce que quand tu as créé le gap, là, après ça, le gap, là, c'est dur de le refermer. Puis moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense que, puis si tu réécoutes la course, Russell se plaignait de quelques petites performances au niveau de la ligne droite, le moteur en ligne droite. Puis je pense qu'ils ont fait exprès pour lui donner un gap de 8 secondes pour être capable de le préserver durant la fin de la course, étant donné que Bottas allait être un petit peu plus vite. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu avant de faire rentrer Bottas en piste. Fait que ça, c'est moi personnellement, en tant que pilote, je l'ai vu, cette petite affaire-là, puis moi, ça m'a choqué plus ça que la bévue dans les puits avec les pneus, puis la catastrophe qu'ils ont eue parce qu'ils étaient sous stress, puis ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait un safety car. Très intéressant. C'est intéressant, maudit. L'opinion du pilote qui voit les choses que nous autres, on voit pas. Puis en plus, Bottas qui a été frustré toute la semaine en appelant le circuit de Mickey Mouse, puis il s'est plaint pendant tout le week-end. Écoute, ils se sont arrangés, il a fini deuxième. Lui, il reste un an à son contrat, by the way. Mais tu vois, moi je pense que, tu sais, en Formule 1, les équipes, ils sont tellement avancés au niveau des systèmes informatiques, de la télémétrie. Ils voient tout. Tu sais, il suffit que le pilote dise « Oh, j'ai un petit problème moteur. » Là,
le gars, il était premier. Ils auraient pu facilement continuer la course, contrôler la voiture qui est en première place, puis la voiture qui est en deuxième place, puis faire en sorte qu'ils arrivent 1-2 à l'arrivée, tant bien que mal, sans rien. L'espèce de safety car, là, ça a lancé une curveball ou un monkey wrench dans la course parce que ils ont tout de suite rentré au puits à la dernière minute pour se mettre en pneus neufs parce qu'ils voulaient vraiment être capables de protéger l'avance qu'ils avaient. Puis vu que l'avance elle va être réduite, ben là, si tu as des gars derrière toi qui rentrent au puits, ben puis toi, tu n'as pas changé de pneus, c'est sûr que tu es comme un sitting duck, puis les gars vont passer à côté de toi comme si tu étais arrêté. Alors, ils ont fait ça, la stratégie était bonne, mais ils ont fait une erreur humaine, ils se sont trompés au niveau des pneus, puis ça a causé leur perte finalement. Mais ça, c'est moins frustrant, en tout cas pour moi, comme un pilote, d'être, mettons, à la place de Bottas, puis de revoir la course, puis d'être Bottas, puis de voir Russell qui rentre, met des pneus neufs, là, il roule 2 secondes plus vite. 2 secondes plus vite. Puis là, je suis en piste, puis je me dis, mais pourquoi l'équipe me reste en piste quand ils voient que je perds 2 secondes autour sur des pneus neufs? Là, il continue à créer le gap, puis le gap est monté jusqu'à 8 secondes. Fait que si je suis Bottas à mon prochain meeting de pilote d'équipe, je vais poser la question, je vais dire, quand vous avez vu que le premier tour de Russell sur des pneus neufs était 2 secondes plus vite que moi, mais pourquoi attendre aussi longtemps qu'il y ait un gap de 8 secondes qui se crée? Donnez-moi c'est quoi l'idée derrière ça. Puis j'aimerais vraiment être un petit oiseau pour voir la réponse. Écoute, c'est bon, c'est bon. Hey, écoute, Tag, c'était écœurant, c'était bien le fun. On va te traiter, c'est sûr. Un gros merci. Je te remercie encore d'ouvrir ton centre de karting à côté de chez nous. Ben, j'ai hâte de le voir là. On ira faire une coupe de tour C'est le sûr. soir quand il y a moins de monde ensemble. Là. Ça va être... Oui, c'est sûr qu'on va aller personne parce que... Peut-être c'est moi, je vais personne. peut-être vous interviewer après que vous ayez fait la session. OK. C'est bon. Ouais. C'est bon, ça. Avec un genre de... Hey, c'était long avant que vous arriviez, les gars, je vous ai entendu. Ou ben, sinon, je vais être peut-être obligé prendre des d'avoir cafés. une coupe de bouteilles d'eau. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hey, gros merci encore, Mais Alex. c'est sûr qu'on va aller te voir. Merci, Tag. Salut les gars, salut. Bye. Bye. Hey, tu smart, lui? Hey. T'es-tu généreux, hein? C'est le fun. Prendre le temps. Puis là, je m'entends en double, c'est merveilleux. Écoute, ça a été encore une fois... Ouais, puis tu sais, Tag est tout le temps très, très volubile, puis très intéressant, puis toujours des analyses très pertinentes. C'est génial de l'avoir à l'émission. On va les réinviter, c'est certain. Martin, je vais prendre la balle au bon rapidement pour terminer ça, pour remercier toute l'équipe de production, encore une fois. Valérie à la mise en onde, réalisation, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS partout qui nous donne de l'excellent service. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui travaillent tellement fort. Et à vous tous également, les jaseux sur Internet, là, Facebook, rds.ca, peu importe la plateforme que vous nous regardez ou que vous prenez le temps de nous écrire aussi. C'est très apprécié. Un gros merci à vous tous d'avoir été là. Demain, Normand Flynn et Isabelle Etier, femme de hockey. Ça va être le fun, ça, demain, avec une femme qui tripe hockey, qui est très impliquée. Elle sera notre invitée. Elle a un podcast depuis un bout de temps avec des invités, ma foi, très intéressants. Donc, on va faire le tour avec elle demain. Oui, ça va être là. Merci aux vétérans jaseux et salut, Yann, on se jase demain. Salut!